Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous, de partout où vous nous suivez. Nous sommes sur la radio-télévision nationale congolaise, dans votre tranche d'émission Questions d'actualité, ce magazine qui analyse chaque semaine le grand dossier de l'actualité en République démocratique du Congo et aussi dans le monde. Ce soir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, bonjour, bonsoir, ça dépendra de vous. Nous allons parler du Congo, ce grand pays au cœur de l'Afrique qui est de nouveau au centre des enjeux géopolitiques. La grande question que nous allons nous poser ce soir, pourquoi la République démocratique du Congo attire-t-elle l'attention des puissances occidentales que cachent les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron alors qu'il recevait à l'Élysée le président rwandais Paul Kagame en visite en France. C'est pour analyser ce contour, passant par la déclaration de Mark Cohen qui précisait que si les élections ne sont pas tenues le 23 décembre 2018, les pays voisins seront à mesure d'intervenir militairement au Congo-Kinshasa. Nous allons analyser ces grandes questions d'actualité avec deux éminents juristes sur ce plateau. Il y a Maître Mandjolo Guillaume, il est avocat et essayiste en philo politique, mais aussi vous êtes secrétaire général de l'Union des libéraux, ULDC, le parti cher à Raymond Tchibanda. Nous avons encore le plaisir de recevoir ce soir un grand avocat aussi, Maître Kilolo, que nous recevons ce soir. Il est avocat et expert en droit international. Bonsoir à tous. Bonsoir. Maître, c'est la deuxième fois que nous vous recevons. Bienvenue. Merci de me faire cet honneur. Maître Mandjolo, ça sera avec le grand plaisir que nous allons débattre ce soir de ces grandes questions et bienvenue sur le plateau de questions d'actualité. Merci infiniment. Je vais poser une question ouverte pour commencer. Pourquoi le Congo attire-t-elle l'attention des puissances occidentales? C'est une question ouverte, soit c'est Maître Kilolo qui va commencer ou c'est Maître Mandjolo, mais je préfère commencer avec Maître Mandjolo pour répondre à cette question. Si le confrère permet. Je vous en prie. Merci beaucoup. Les Congos ont toujours été au centre du monde. C'est pas nouveau, nous sommes le centre du monde pour plusieurs raisons et trois raisons majeures. La première raison, c'est que lorsqu'on a confectionné l'acte de Berlin, c'était sans les Congolais. Et l'acte de Berlin a été confectionné autour de notre espace, cette cuvette centrale qui est la RDC aujourd'hui, anciennement l'État indépendant du Congo, pour simplement puiser la matière première. C'était ça. C'était pas pour autre chose. On ne peut pas penser un seul instant qu'on avait constitué cet espace pour faire plaisir aux occupants. Ça n'avait rien à voir avec les occupants, c'était pour les intérêts des grandes puissances. Et dans leur discussion, quand vous suivez un peu toutes les minutes de discussion, il était prévu que c'était trop beau pour donner ça à un seul pays. Donc ça ne pouvait pas être une colonie, mais plutôt un marché international. Et alors, il fallait qu'on puisse confier ça à quelqu'un pour sa gestion, et pour permettre à ce qu'on puisse mettre des stations, de sorte à ce que tout le monde aille puiser la matière première, y compris au niveau des taxes, être le plus bas possible. C'est-à-dire que l'effet même qui a présidé ou gouverné à ce qu'on puisse avoir les GATT et aujourd'hui l'EMC, vient de cette discussion-là de Berlin du 1985, extraordinaire. Mais nous-mêmes, Congolais, ne sommes pas au courant. De sorte que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, à la suite des massacres gravissimes qui sont déroulés sur nos territoires, avec toutes les mains coupées, 12,5 millions d'habitants qui ont été massacrés. Au départ, nous étions plus ou moins 25 millions, on a perdu la moitié. Et c'est ce point de départ-là qui fait le ciment de ce que nous sommes aujourd'hui. Puisqu'avant, nous étions des entités éparses. Donc, premier élément, première raison. Et cette raison-là est liée principalement au caoutchouc. On a découvert qu'effectivement, il y avait une première transition industrielle, passer de la roue en fer vers la roue en caoutchouc. Et le caoutchouc qui a été exploité, organisé, pensé, organisé au plan scientifique et industriel par Dunlop, l'Irlandais. C'est sur ces fondements-là, avec notre caoutchouc, au fait, que nous sommes devenus les centres du monde au sens de la production d'un élément, d'un outil utile à la mobilité.
donc aux véhicules, aux vélos et tout le reste. Et puis est venue par la suite l'histoire de l'uranium. Souvenez-vous, dans les années 39-45, avec la guerre mondiale, il fallait trouver rapidement l'uranium nécessaire à fabriquer des bombes nucléaires assez rapidement pour pouvoir stopper la guerre. C'était soit frapper l'Allemagne nazie, soit frapper le Japon. Et c'est la RDC qui a fourni ces produits-là. Nous étions encore sous occupation de la Belgique. Donc, deuxième centralité. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième centralité avec le cobalt. D'où les regards est focalisé sur la RDC. Pourquoi? Nous allons passer à ce qu'on appelle la transition énergétique. J'ai parlé de la transition industrielle du 185 avec les caoutchoucs. La situation de la guerre avec l'uranium. Avec l'uranium, aujourd'hui, c'est le cobalt et le coltan. Toutes les matières premières qui sont nécessaires au high-tech, qui sont nécessaires à la transition énergétique, ce qui fait que d'ici 15-20 ans, on ne va plus utiliser les carburants fossiles, c'est-à-dire le pétrole. Donc, cette place qui a été occupée entre 1914 et aujourd'hui par l'Arabie Saoudite principalement et les autres entités sur lesquelles on a découvert le pétrole, cette place va être maintenant la place de la RDC. Troisième centralité, en moins de 100 ans, ils sont depuis plus ou moins 200 ans, mais en moins de 100 ans, deux centralités. Alors, tous les regards sont focalisés sur sa matière première. Ce qui déclenche aujourd'hui la DRC bashing, c'est d'abord les cobaltes. Donc, ce qui fait que tout ce qui tourne autour, toutes ces velléités ou ces propos, ces faussetés qui sont organisées pour créer une sorte de conflit interne à la RDC entre Congolais eux-mêmes est structuré autour des grandes multinationales avec certains pays qui accompagnent et tout ça. Et regardez bien, toutes les messes qui se tiennent à travers le monde sont organisées autour de ce qui est en RDC, comment est-ce qu'on peut le puiser à moindre coût. Et ce qui a déclenché quasiment les regards aujourd'hui avec toutes les flèches qu'on tire sur la RDC, c'est la révision du code minier. Vous voulez me dire que la grande guerre, c'est une guerre économique et politique? Mais c'est d'abord une guerre économique. Politique, c'est juste les outils d'accompagnement de l'économie. Aujourd'hui, la politique ne fait plus grand-chose, c'est l'économie qui gère tout. Suivez le débat en Europe, on vous dit que c'est l'économie qui pilote aujourd'hui. Les politiques sont soumis à la vision économique, au cash, au capital. Ce n'est plus le politique qui décide, c'est le capital qui décide et c'est le capital qui oriente les décisions politiques. Donc c'est sur ces fondements-là que les choses se passent. Et par conséquent, la RDC n'y échappe pas, étant les propriétaires, le possesseur de la première réserve mondiale du cobalt, à savoir plus ou moins 80% de la réserve mondiale, et avec une production qui permettra de pouvoir couvrir tous les besoins sur la planète en termes de batteries électriques dans les véhicules, nous sommes visés. Et l'idée ici, c'est la partition, le morcellement, d'autres diraient la balkanisation. Et ça a été déjà opéré en 1960. À peine on accédait à cette indépendance, puisque pour moi, le point de départ de la RDC, c'est pas ça. C'est du 185, je dirais même peut-être 1903, lorsque s'arrête la gestion calamiteuse de Léopold II et qu'on passe par la suite dans le processus de la cession vers la Belgique, qui s'opère en 1908. Donc, on peut situer ça à ce niveau-là. Mais simplement, vous allez constater que chaque fois que nous voulons nous approprier de ce qui nous revient, arrive toujours ce type de conflit. Pire encore, ici, à Kinshasa, par ailleurs, Nicolas Sarkozy, président de la France, nous dit, bouche ouverte, avec une grande éloquence et une suffisance exagérée, vous avez trop de richesses, vous devez le partager. Parce que, après avoir lu l'acte de Berlin, il a compris qu'effectivement, c'était le principe qui était érigé par rapport à la RDC, Congo indépendant à l'époque. Maître Kilolo, vous avez un commentaire avant qu'on puisse rentrer dans le vif de notre sujet? Pourquoi la RDC attire-t-elle les puissances occidentales? Pourquoi tout cet acharnement sur ces pays de Lumumba? Eh bien, la réponse se trouve déjà dans le développement du phénomène de la criminalité internationale. Parce que lorsque l'on voit tous les crimes abominables qui se commettent à travers le monde, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes d'agression, eh bien, c'est tout simplement une expression de l'homme à la quête du bien-être social.
Et ce qui explique que le Congo aujourd'hui est une grande puissance, parce qu'il en a toutes les potentialités d'un point de vue économique. Le Congo est un pays qui aujourd'hui est en mesure, grâce à ses ressources naturelles, d'influencer le cours de l'économie mondiale. On l'a vu effectivement depuis la nuit des temps. À chaque fois, les puissances occidentales recourent à de l'exploitation anarchique de nos richesses au détriment même des populations qui en ont payé les prix forts. Vous savez qu'on parle du génocide congolais, parce que déjà à l'époque même de l'État indépendant du Congo, avec le roi de Belge, lorsqu'il est venu déstructurer les entités qui existaient sur l'espace qui est devenu la République démocratique du Congo et créer un État qui lui est propre à la faveur de la conférence de Berlin qui avait divisé l'Afrique pour pouvoir mieux l'exploiter au meilleur intérêt des populations occidentales et au détriment des populations congolaises. On voit qu'il y a eu effectivement un phénomène qui indique aujourd'hui que la population congolaise a été décimée un peu bien avant 1908. Quasiment la moitié de la population. À l'époque, la République démocratique du Congo comptait environ 20 millions d'habitants, et l'on dit que plus de 10 millions avaient été décimés systématiquement par le Belge, en complicité ou à tout le moins sous l'indifférence totale de la communauté internationale, parce qu'il fallait s'aimer un régime de terreur pour mater la population congolaise autochtone en vue de pouvoir librement exploiter, extraire les richesses pour aller les transformer et créer de la richesse dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, d'aucuns reconnaissent que lorsque vous allez en Belgique et que vous voyez les grosses infrastructures, lorsque vous voyez les autoroutes très modernes, bien éclairées, eh bien, tout ceci, c'est les fruits du sang congolais, c'est les fruits des mains coupées de nombreux Congolais. L'on sait qu'à l'époque, lorsque les Belges sont venus exploiter notre pays, avec la bénédiction des grandes puissances occidentales comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et bien d'autres qui avaient pris part à la conférence de Berlin, on sait très bien que l'objectif principal était de s'accaparer de richesses de la République démocratique du Congo, à l'époque État indépendant du Congo, dans le seul but de satisfaire les appétits économiques des pays occidentaux. Alors, aujourd'hui, la question évidemment se pose d'un point de vue juridique de savoir est-ce que le pacte social tel que voulu par les grands penseurs Jean-Jacques Rousseau doit-il se limiter sous forme de constitution au niveau purement étatique, ou faut-il aujourd'hui réfléchir en la faveur de ce phénomène de mondialisation à un pacte qui va au-delà des États, c'est-à-dire au-delà même des conventions internationales ad hoc au niveau bilatéral ou multilatéral? Ne faudrait-il pas penser effectivement à un nouvel ordre mondial qui d'ailleurs petit à petit se dessine? Aujourd'hui, nous devons reconnaître que le rapport de force entre les États à travers le monde indique qu'on n'est plus dans des structures gouvernementales purement étatiques en termes de décision politique pour conduire le monde. C'est vrai que ça pose le problème de la souveraineté. Il y a une souveraineté de l'État
qui veut dire qu'aucun État ne peut être soumis à un autre État étranger, que finalement l'organisation politique doit être laissée au gouvernement de l'État, qui doit exercer l'impérium sur l'espace étatique dans lequel vit une population donnée, la République démocratique du Congo, en ce qui nous concerne. Mais il faut donc dire que désormais, il faut davantage, au regard des enjeux mondiaux sur le plan économique, qui attirent évidemment des appétits, non seulement des structures étatiques au niveau des puissances internationales, et je parle ici des pays occidentaux, mais même des firmes multinationales avec des intérêts complexes qui viennent de plusieurs pays, de Londres, du Canada, des États-Unis, de la France, et qui veulent tous pouvoir finalement exploiter les richesses du pays, mais à moindre coût. Je pense aujourd'hui par exemple au nouveau code minier qui a été publié par le chef de l'État il y a quelques jours, oui. Tout à fait, et qui est une réponse finalement aux préoccupations profondes des populations congolaises qui veulent pouvoir aussi, dans un pacte gagnant-gagnant, bénéficier des richesses de notre pays. Vous savez par exemple que lorsque vous vous rendez, parce que j'y étais récemment à Kolwezi, c'est tout à fait dramatique de constater la misère profonde de nos populations dans la région de Tengue-Fungurume. Là même où l'on retrouve des firmes multinationales qui se font des bénéfices qui peuvent être chiffrés à des milliards de dollars, tandis que les populations autochtones dans les régions environnantes continuent de plus en plus à croupir dans la misère, avec des phénomènes, des impacts environnementaux très néfastes pour la survie des populations dans toutes ces régions qui sont exploitées par des firmes, notamment des sociétés minières. Et donc, je pense qu'il faudrait aujourd'hui repenser le droit international et permettre finalement au Congo de pouvoir s'imposer comme partenaire au niveau international, parce que de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas, il n'y a qu'une seule alternative. Soit c'est la guerre, on a connu déjà en Europe, on a vu que l'Europe a été pacifiée parce que, pour mettre fin à la guerre qui était justifiée par les appétits des uns et des autres, là où on pouvait trouver de la richesse, il fallait repenser les relations internationales et mettre en place des instruments juridiques qui permettent entre différents pays des coopérations sur le plan économique, qui permettent finalement à tous les pays de pouvoir se développer conjointement sans porter préjudice aux intérêts des autres. Et donc de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, c'est le grand défi que le Congo doit relever. Le code minier qui a été promulgué par le chef de l'État est un grand signal à l'endroit des populations congolaises pour leur dire « je prends en compte vos préoccupations profondes », mais c'est aussi un message qui est lancé aux pays occidentaux, aux puissances internationales, aux firmes multinationales pour leur dire « vous êtes les bienvenus pour investir dans notre pays, mais on ne peut plus continuer comme dans le passé où vous preniez quasiment 90% de tous les bénéfices, de tous les avantages de nos ressources naturelles pour laisser simplement des miettes aux populations congolaises qui, à cause de cela, n'arrivent pas à se développer, et que désormais nous devons repenser une nouvelle façon de coopérer d'un point de vue économique qui permette à la population congolaise de pouvoir aussi s'en sortir. Merci, Maître Kilolo. Vous avez tous deux compris que nous sommes dans une situation pratiquement d'une guerre économique et politique. Je vais vous lire un extrait d'un article que le journal La Renaissance a donc publié, Position stratégique au centre de l'Afrique.
Mais ce qui nous intéresse ici pour cette émission, c'est que le changement climatique dans le monde concerne la République démocratique du Congo au plus haut niveau, avec plus de 60% de la forêt équatoriale et un fleuve d'eau douce dans le bassin du fleuve Congo. La RDC fait face à deux situations liées au carbone et au transfèrement de l'eau de la rivière Obangui vers le lac Tchad, ayant perdu plus de 80% de son eau. Vous avez finalement compris que toutes ces entreprises étrangères cherchent les matières premières. Nous revenons sur cette déclaration. Là, je vais prendre encore Maître Kilolo. Lorsque Marc Cohen dit « si les élections ne sont pas organisées le 23 décembre 2018, les pays voisins vont intervenir militairement en République démocratique du Congo ». Question simple. Que dit le droit international en cette matière? Il faut reconnaître que les élections étaient prévues initialement en 2016, au mois de décembre, en République démocratique du Congo. Ça n'a pas pu être le cas. Depuis lors, beaucoup d'encre sont en train de couler sur la problématique de l'organisation des élections dans notre pays, tant au niveau national qu'au niveau international. La grande question qui se pose aujourd'hui, au regard des déclarations de M. Herman Cohen, est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, l'on peut encore concevoir et admettre qu'une personne puisse décréter une intervention militaire des pays voisins de la République démocratique du Congo au motif que les élections n'auraient pas été organisées dans un certain délai. Eh bien, la question des relations internationales entre États dans le concert de nations est régie par un certain nombre d'instruments juridiques. Le premier d'entre eux, c'est d'abord la Charte des Nations Unies, qui d'ailleurs en son article 2 dégage deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, c'est-à-dire les affaires qui portent sur de questions qui relèvent exclusivement de la compétence des États. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout ce qui porte sur le choix du système politique au sein d'un État, le système économique, le système culturel. Et donc, de ce point de vue, la problématique de l'organisation des élections au sein d'un État relève des affaires intérieures. Et donc, à cet égard, la réponse du droit international public est sans appel. L'on ne peut pas interférer émanant d'un État étranger sur la problématique d'organisation des élections dans un État. C'est le droit international qui l'est dit, c'est la Charte des Nations Unies en son article 2. Deuxième principe important, c'est l'interdiction de recourir à la menace ou à la force pour régler des différends internationaux ou des problèmes entre États étrangers. Ces deux principes constituent en réalité le corollaire du principe sacré en droit international de la souveraineté des États, qui veut essentiellement dire deux choses. Aucun État ne peut être soumis à la volonté d'un autre État étranger. Ça veut donc dire que l'exercice de la souveraineté, l'exercice de l'impérium, la supériorité sur un espace géographique appartenant à un État revient exclusivement aux autorités politiques du pays en question. Cela étant dit, il faut rappeler que la justice internationale s'était aussi déjà prononcée sur la matière. C'est lorsque les États-Unis avaient été condamnés pour être intervenus militairement sur l'espace territorial d'un État étranger.
Et là, c'était justement des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. La Cour internationale de justice avait été claire pour dire que l'on ne peut pas intervenir militairement comme État sur l'espace international d'un autre État pour régler un différend qui existe avec cet État-là. Il faut aussi dire que les Nations Unies n'est pas tenu en reste de cette problématique, parce que l'Assemblée générale, à travers la résolution 2625 datant de 1970, s'était aussi prononcée sans ambiguïté sur la problématique pour consacrer l'interdiction de recourir à des interventions militaires dans des pays étrangers pour régler des divergences des vues, des malentendus entre des États étrangers. Sans vous couper, il y a aussi l'accord 4 d'Addis Abeba qui a été signé pour consacrer la fin de la guerre avec le M23. Dans son article premier, il est dit qu'aucun pays non seulement ne peut pas servir de base arrière d'une rébellion ou d'un État, mais ne peut pas aussi, dans le cadre de collaboration avec les États, intervenir militairement dans un autre pays. Tout à fait. D'ailleurs, cet accord d'Addis Abeba n'est que l'application de l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine qui prévoit la réglementation de relations entre les États membres de l'Union africaine et qui prévoit qu'un État africain ne peut pas s'autoriser d'aller intervenir militairement sur l'espace territorial d'un autre État africain pour régler des différends qui existeraient entre eux, de la même façon qu'un État africain ne peut même pas proférer des menaces d'intervention armée à l'encontre d'un autre État africain. C'est extrêmement très important. Oui. Et donc, tout ceci pour attirer d'ailleurs votre attention sur le fait qu'une intervention de M. Herman Cohen, qui est âgé environ de 86 ans aujourd'hui, qui n'est plus en fonction, c'est un ancien diplomate américain, il est certain que cela ne reflète pas une menace réelle sur la République démocratique du Congo. C'est vraisemblablement une forme d'intoxication. Mais il faut simplement dire ici que une activité préparatoire à une intervention militaire d'un État étranger sur la République démocratique du Congo serait aussi constitutif d'un crime de droit international. Parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que, au-delà de crimes traditionnels en droit international humanitaire qui sont connus comme le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité, aujourd'hui, au regard justement d'un certain nombre d'activités criminelles au niveau international, qui sont parfois orchestrées par des hommes politiques qui contrôlent l'appareil étatique d'un État pour aller faire incursion militairement sur un État étranger, eh bien, les penseurs, les spécialistes, les experts les plus aguerris du droit international pénal ont pensé justement ce nouveau type de criminalité internationale qui est le crime d'agression. C'est-à-dire, c'est un crime pour lequel les auteurs, que ce soit les dirigeants politiques d'un État, que ce soit même des complices, ça peut être des hommes politiques congolais ou étrangers, qui s'associeraient à des activités militaires au départ d'un État africain, voisin ou pas de la République démocratique du Congo, eh bien, s'exposeraient justement à des poursuites devant la Cour pénale internationale. Nous y reviendrons, oui. Pourraient encourir 30 ans de prison. C'est extrêmement important parce qu'il faut dire que le crime d'agression, mais c'est un crime qui consiste soit à mener des activités militaires, mais ça peut aussi être simplement mener des actions politiques, mais qui visent de
de recourir à la force pour déstabiliser les institutions d'un autre État souverain. Donc c'est vraiment un phénomène criminel qui n'est pas encore connu des profanes du droit international pénal, mais qu'il faudrait aujourd'hui redire à la lumière, bien entendu, de cette déclaration de M. Herman Cohen. Merci. Je vais prendre, vous avez pris le temps de bien suivre Maître Kilolo. Est-ce que le curseur est en train d'être déplacé? On se cache derrière les élections, on se cache derrière les concepts comme bonne gouvernance, alors que la guerre est essentiellement économique. Vous êtes acteur politique. Est-ce que l'histoire se répète? L'histoire va continuer à se répéter tant qu'on est naïf. Hobbes disait l'homme est un loup pour l'homme. La grande difficulté en ce qui concerne les pays comme le nôtre, c'est d'être naïf et croire à tout ce qui est érigé en termes de règles qui ne s'appliquent que pour ceux qui sont forts. Lorsqu'on est faible, les règles ne vous protègent nullement, aucunement. Et après la guerre des 100 ans, après la Première Guerre mondiale, on a pensé que les règles qui avaient été mises en place ne permettraient plus à qui que ce soit de faire la guerre. Hitler l'a fait, avec une catastrophe monumentale dans l'espace européen. On ne parle pas chez nous, on parle de l'Europe. Il est monté aux responsabilités entre 1933 et 1936, d'abord. Il a, par un coup d'État quasiment, obtenu la Bundestag, donc le Parlement. Il a institué un régime militaire. Il a commencé non seulement à massacrer sa propre population, qu'il a déshumanisé, tous les philosophes étaient complètement perdus, de penser que cette civilisation particulière qui est